Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de The Batman réalisé par Matt Reeves. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une critique. Je suis là pour vous montrer ce que Matt Reeves a raconté et comment il le raconte. Ce qui conduit au fait que j'ai adoré le film, bien évidemment. Mais si vous me suivez sur Captain Watch, vous le savez depuis le jour de la sortie. Et en faisant cette vidéo, j'espère ouvrir les yeux aux gens qu'ils comprennent enfin ce que c'est de mettre en scène un film de super-héros. Parce que 2 mois plus tôt pour Spider-Man No Way Home, ça chialait du sperme et de la cyprine par les yeux alors qu'on avait l'opposé d'une mise en scène. Oui, ça fait toujours plaisir de rappeler que j'ai lâché du gros sel sur cette daube, hein. Pouf pouf, n'en parlons plus. Avec The Batman, Matt Reeves propose un regard différent sur le justicier de Gotham, un regard sur un héros en devenir, un jeune héros qui doit encore trouver sa place, qui a encore beaucoup de choses à apprendre. 2 ans que le Chevalier Noir combat le crime à Gotham, et 2 ans dans la carrière d'un super-héros, ce n'est pas grand-chose contrairement à ce qu'on pourrait croire dans la plupart des films. Même Man of Steel montre un Superman qui met des années à trouver sa place. Et Matt Reeves le souligne très bien aussi de son côté. La scène d'apprentissage la plus évidente étant le moment où il teste le vol. On voit dans ses yeux qu'il a peur de ce qu'il s'apprête à faire, qu'il n'est pas sûr de ce qui va lui arriver. Si bien que, alors qu'on voit une scène totalement épique, eh bien ça se termine par un Batman qui se prend méchamment le béton et qui boite en repartant chez sa mère. Alors évidemment, il est boité un petit peu. De plus, Batman a besoin d'un mentor, d'un guide qui pourra lui apprendre les ficelles. Pour le coup, dans ce film, il y en a 2. D'un côté, nous avons Alfred qui, même s'il aide Batman, est plutôt la figure paternelle de Bruce Wayne, celui qui lui montre que le milliardaire a une place importante dans la société. Alfred, c'est celui qui est là pour aider Bruce dans sa quête d'identité, mais aussi pour l'épauler face à ses démons. D'un autre côté, nous avons un autre mentor qui lui est plutôt là pour apprendre les ficelles à Batman, pour lui apprendre des techniques. Ce mentor, c'est le commissaire Gordon, car même si Batman est déjà meilleur que lui dans beaucoup de domaines, le héros a besoin de sa sagesse. La preuve, avec le moment au Gotham Central où il se prend la tête avec les policiers et que Gordon lui dit que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est d'ailleurs Gordon qui va l'aider à s'échapper du commissariat. Ici, on observe que le héros n'arrive pas à associer la vie de Batman et celle de Bruce Wayne. Et quand il veut entrer dans la boîte de nuit, la première fois, il y va en Batman, il y va tête baissée, il y va en mode gros bourrin, et une deuxième fois, il y va en tant que Bruce Wayne. Et là, ça se passe plutôt bien, sans violence, mais avec beaucoup moins de résultats. Et c'est seulement au moment où il doit entrer pour la 3e fois dans la boîte qu'il comprend qu'il peut atteindre son objectif différemment, c'est-à-dire entrer furtivement en civil, puis mettre le masque. À travers ces 3 scènes, Matt Reeves nous apprend que Batman apprend de ses erreurs. Avec ces éléments, on voit que le héros doit combiner les 2 identités. Et donc on en vient à un élément essentiel de ce film, la dualité. Les 2 premières scènes où le héros doit entrer dans la boîte nous montrent bien que les 2 identités n'arrivent pas à se combiner, et même qu'elles s'opposent. À un moment, on constate que le nom des Wayne peut s'avérer être un fardeau avec les rumeurs qui courent sur les parents de Bruce. Comment être un héros quand votre père a peut-être contribué à la dégradation de la ville, quand votre fortune vous sépare du peuple que vous voulez protéger? Comment protéger la ville quand c'est votre héritage qui peut mener à la création de psychopathes comme le Riddler? Bruce pense que l'identité du milliardaire nuit à son objectif. C'est d'ailleurs pour ça que perdre son héritage financier lui importe peu, car il ne comprend pas encore que Batman et Bruce Wayne peuvent s'entraider. D'ailleurs, concernant cet affrontement des 2 identités, on comprend assez rapidement que Matt Reeves s'est inspiré de Ego, signé Darwyn Cooke. De toute façon, quand vous l'achetez, il y a un macaron de merde avec écrit les albums de The Batman. Sauf que moi je l'ai retiré, vu que c'est de la merde. Ego est une histoire sur la psyché du Chevalier Noir, où Bruce et Batman se disputent. Darwyn Cooke tente de comprendre où se trouve la ligne qui sépare les 2 identités. Lisez-le, c'est vraiment cool, et en plus de ça, au dessin, Darwyn Cooke avait bossé sur la série animée de 1992. Donc, dans The Batman, on a un personnage totalement paumé. Et c'est un personnage paumé qui est caractérisé par l'esthétique du film. Le fait de chercher sa place dans la société est bien amené par le style vestimentaire de Bruce Wayne, un peu grunge, qui met des lunettes de soleil comme après une gueule de bois et qui n'aime pas la lumière. Ou alors, il n'aime pas la lumière du soleil parce qu'il brille.
Oh non. Le look grunge n'est vraiment pas anodin. C'est celui d'une jeunesse des années 90, la génération X, une génération pessimiste, un peu paumée, qui vit dans une époque en crise, où des maladies telles que le sida font l'actualité. L'intro du film Pleasantville résume assez bien les problèmes de l'époque, ce qui me rappelle que je dois voir Kids de Larry Clark, étant donné que ça porte un regard intéressant sur la jeunesse des années 90. Donc, super idée aussi d'avoir renforcé ce look grunge en incorporant une musique de Nirvana durant le film. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur Suicide Squad ou les Gardiens de la Galaxie pour te mettre un jukebox en route, tu vois, sans vraiment penser la musique. Et la musique de Giacchino participe fortement à ce côté sombre, à ce côté ténébreux. C'est une musique qui pèse sur le personnage. Et en plus du style grunge, on a aussi le style gothique. Le mouvement gothique du XXe siècle est tout autant une contre-culture que le grunge. Et vous l'avez certainement remarqué, mais d'un point de vue vestimentaire, les gothiques s'inspirent en partie de l'époque victorienne. Or, lorsque l'on voit le costume de Batman avec son col, on pense tout de suite au design du comics Gotham by Gaslight qui se passe justement durant l'époque victorienne. En plus, l'intérieur de la résidence de Bruce s'est totalement inspiré de l'architecture gothique. Par exemple, on peut observer des formes semblables au pinacle orné de fleurons derrière Alfred et Bruce lors du petit déjeuner. Et là, c'est le petit aparté pour vous dire que faire ce genre de vidéo sur de l'actualité, ben globalement c'est de la merde, parce que j'aimerais bien avoir des images pour illustrer tout ça, hein, mais j'en ai pas. C'est très énervant. Petit fait amusant, Batcave, c'est le nom de la boîte où se réunissaient les gothiques anglais. Donc là, je pense que la boucle est bouclée. Sauf qu'on sait tous que c'est Burton qui l'avait bouclé avant, bien évidemment. Merci beaucoup, Tim Burton, merci. Avec ces éléments, une question se pose de manière évidente. Batman est-il son propre ennemi? On peut se demander si Batman n'est pas aussi névrosé que les psychopathes qui l'arrêtent. Voire, peut-être plus. On frôle la schizophrénie quand même. Et au-delà de la névrose, on peut se demander si son comportement global n'est pas aussi étrange que celui de ses ennemis. Concernant la relation Batman-The Riddler, Matt Reeves nous montre une filiation plus qu'évidente. En effet, au début du film, nous avons le tueur en série qui observe sa victime à travers des jumelles. Nous avons une vue subjective. Un peu plus loin dans le film, on retrouve cette vue subjective du début. Elle est en train d'observer Selina. Et donc, comme on a la même mise en scène, on présume que la personne qui est en train de regarder Selina, eh bien c'est The Riddler. Sauf que c'est Batman, gros dégueulasse. Et il n'y a pas que cette technique qu'ils ont en commun, car ils ont tous les deux un journal de bord. Journal de bord qui est là pour récupérer toutes les données. Comme des gros tarés, il faut le dire, ce sont des gros tarés. Voilà, c'est dit, il y en a marre. Batman, t'es un taré. Pardon, j'ai pété les plombs, c'est la fin de journée. Donc non, Batman n'est pas taré, il est juste très méticuleux. Ah, on va dire ça comme ça. Et ce journal de bord peut être aussi apparenté à un journal intime, histoire de se chercher, de trouver sa place. On retrouve un petit peu l'idée qu'on avait au début de la vidéo. Il est bien foutu le film quand même. Ensuite, nous avons une discussion avec le Riddler au parloir. Là, il y a un petit problème quand même. Le gars, t'as l'impression que dès son arrestation, ils l'ont déjà enfermé à Arkham. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de loi à Gotham. La loi, c'est moi! Alors oui, ça expliquerait bien des choses. Bref, lors de cette discussion qui veut te faire comprendre des choses un peu plus grossièrement qu'avec de la mise en scène, eh bien, le Riddler est en train de se poser une question. Est-ce que finalement Batman n'est pas aussi dangereux et complètement starbé que ses ennemis? Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a un élément qui, certes, est encore moins subtil que tout ce qu'on a vu jusque-là, mais que j'aime beaucoup. Je suis la vengeance. Je pense que cette phrase est clairement là pour le spectateur le plus teubé de la salle. C'est-à-dire que là, s'il n'a pas compris tout ce qui s'est passé avant, on va quand même lui donner cette information pour que là, il comprenne bien le message. On ne sait jamais, après Spider-Man No Way Home, il y a peut-être eu des séquelles. Et donc là, tenez-vous bien, avec cette phrase, eh bien, l'idée, c'est de dire que Batman n'est pas si différent de ses ennemis. Waouh, ça c'était vraiment trop dur à comprendre depuis le début. Car en effet, cette phrase qu'il prononce au début du film, un des sbires du Riddler lui dit lors de l'affrontement final. Donc, si après ce moment, tu n'as toujours pas compris que Matt Reeves veut nous expliquer que jusque-là, Batman n'est pas encore le héros qu'il doit incarner, eh ben, il se passerait une chose qui n'est encore jamais arrivée jusque-là, hein, c'est-à-dire qu'une lobotomie te rendrait plus intelligent. Finalement, je suis heureux de voir que tu es moins bête que ce que l'on prétend. Par ailleurs, lors de ce moment où Batman dit qu'il est la vengeance, il y a une victime qui a peur, et qui a peur de lui, qui
lui demande de ne pas lui faire de mal. Pas cool l'image que tu donnes aux gens, Batman. Et c'est à cause de tout ça qu'il décide de ne pas incarner la vengeance et d'être autre chose. Lors de cette enquête, le héros va apprendre à trouver sa place au sein de Gotham et celle auprès du peuple. Ce besoin d'incarner un espoir pour le peuple se traduit par des petites choses par-ci par-là durant le film et ça c'est cool. Par exemple, l'arme du crime. C'est un policier qui lui dit la fonction de cet objet car un membre de sa famille travaille dans ce milieu. Batman a donc besoin du savoir d'un prolétaire pour avancer dans son enquête. Une scène qui rappelle la condition de notre héros pour montrer que Batman et Bruce Wayne sont des ermites, l'un dans sa grotte et l'autre dans sa tour, créant un fossé considérable entre Batman et le peuple, mais aussi Bruce Wayne et le peuple. Et à force de voir que des gens lui viennent en aide, eh bien Batman se dit que lui aussi doit aider les gens, au-delà de l'enquête, vraiment sur le plan humain. Ainsi, lors de la séquence d'inondation, il y a une scène où il devient la lumière qui guide le peuple grâce à son fumigène. Il conduit la population en lieu sûr. Alors là c'est pareil, hein, c'est assez évident comme propos, la subtilité, elle s'est barrée très loin. Après c'est du cinéma de super-héros, faut de l'iconisation. Il faut soigner son image de marque. Quelques minutes plus tard, il transporte une blessée auprès des secours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tout devient clair. On comprend que le héros doit être plus proche du peuple, au point que cette scène se passe de jour. La lumière inonde le plan comme si le fait d'avoir trouvé sa place dans la ville permettait de rejeter la noirceur qui l'habitait et la peur qu'il pouvait transmettre aux innocents. Alors qu'avant, le soleil se levait à peine. Finalement, il essayait de se faire une place au milieu des ténèbres, lorsque Batman et Selina commençaient à devenir intimes par exemple. Sauf que le héros n'était pas pleinement accompli dans sa recherche identitaire, d'où le plan crépusculaire. Dans ce film, il y a énormément d'idées qui n'ont aucun rapport avec l'apprentissage et la dualité. Mais ça s'articule pas avec tout le reste, donc je ne peux pas en parler ici. Mais je peux quand même citer cette fusillade qui donne un mouvement fragmenté. On a l'impression d'avoir un mouvement bien plus proche du zoopraxiscope. Oui, j'avoue, c'était juste pour caler zoopraxiscope, c'est bon. Et donc, comme il est impossible de tout dire ici, on se retrouve le samedi 12 mars à 21 h pour un live sur Twitch. Pensez à follow la chaîne Twitch parce que je fais des lives régulièrement alors que je n'en fais plus sur YouTube. Je suis en train d'inviter des gens pour débattre et vous aussi vous pourrez participer, que ce soit en live avec nous via Discord ou alors tout simplement dans le chat. Tout le monde hurle au lieu de discuter. Tout le monde engueule tout le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous exprimer en commentaire, me dire par exemple quel est votre Batman préféré, hein, même si y a suffisamment de guerre en ce moment pour que vous n'en fassiez pas dans les commentaires. Même si c'est rigolo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche si vous voulez être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!